Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le nouveau sommet Afrique-France qui s'ouvre ce lundi à Nairobi, le premier dans un pays anglophone, une décision justifiée par Emmanuel Macron en estimant que l'ère du précaré français en Afrique francophone était terminée. Nous écouterons le président français. Nous irons aussi au Sénégal pour le premier grand meeting du président Diomaye Faye. Un rassemblement pour faire le bilan de ses 2 ans au pouvoir, mais aussi pour tester sa popularité face à son Premier ministre, Ousmane Sonko. Et notre focus nous mènera au Mali. On se demande si la junte au pouvoir est au bord du basculement. Avec la multiplication des attaques jusque dans la capitale Bamako, le pays traverse sa plus grave crise sécuritaire depuis 2012. 6 ans après l'arrivée au pouvoir des militaires, la promesse de sécurité semble s'effondrer. Alors le pouvoir d'Assimi Goïta peut-il vaciller? Le pays est-il devenu l'épicentre d'une crise sahélienne incontrôlable? Notre invité ce soir, le sociologue et auteur malien Mohamed Amara. L'ère du précaré français en Afrique francophone est terminée. C'est la déclaration d'Emmanuel Macron à son arrivée au Kenya à la veille de l'ouverture du sommet Afrique-France, le premier dans un pays anglophone. On écoute le président français. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. Ce sommet met aussi en lumière le fait que la France n'est pas un partenaire historique du Kenya. Pour le grand public kényan, les liens entre les deux pays sont avant tout tissés autour de la culture. Un outil de soft power qui doit lui permettre d'affirmer sa présence face aux grandes puissances étrangères comme la Chine et les États-Unis. Le sommet Africa Forward doit justement permettre à Paris de redéfinir sa place dans le pays. Un reportage d'Élodie Cousin. Session de groupe pour ces étudiants en animation. Ils travaillent sur leur projet de film. Leur institut est très renommé au Kenya. Grâce au soutien de la France, l'école a noué un partenariat avec l'une des meilleures formations au monde située dans l'Hexagone. Notre partenariat repose sur un transfert de connaissances et de compétences afin que les étudiants puissent travailler à l'international. L'idée est qu'à travers le gouvernement français, l'école Rubika peut apporter son expertise et nous permet également d'exporter la nôtre. C'est un véritable échange d'idées. Artisane principale de la collaboration culturelle, l'Alliance française s'est implantée au Kenya avant son indépendance. Cette semaine, elle organise un festival littéraire pour mettre en avant auteurs et maisons d'édition du continent. Cette coopération qui est, je dirais, vraiment bienveillante, est vraiment dans l'échange à tous les niveaux, eh bien, elle amène aussi à ce que des intellectuels, donc des pays concernés, kenyans, des jeunes gens avec leurs talents, etc., puissent aller en France et apporter à notre pays. Et puis ça permet aussi au public kényan d'avoir envie de France. Evan Sonyango est professeur de relations internationales. Sa thèse analysait l'engagement culturel de la France au Kenya depuis les années 60. S'implanter en affirmant sa présence par le soft power était une bonne stratégie. Mais nous voyons qu'après plusieurs décennies, il manque quelque chose de concret. Comment la France peut capitaliser sur l'efficacité de sa diplomatie culturelle et la transformer en gain économique? En organisant pour la première fois un sommet français dans un pays africain anglophone, Paris espère ouvrir un nouveau chapitre de son partenariat avec le Kenya.
On passe au Sénégal où la coalition présidentielle Diomaye Président du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a organisé ce samedi son premier grand meeting. Un rassemblement à Mbour, non loin de son fief, pour faire le bilan de ses 2 ans au pouvoir, mais aussi pour tester sa popularité, alors que la crise politique avec son Premier ministre Ousmane Sonko se précise de plus en plus. Le président Bassirou Diomaye Faye, finalement absent du ministre, qui a été animé par son cabinet politique, la correspondance à Dakar, d'Eliman Dao. C'est à travers une vidéo projetée sur écran géant que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est adressé à ses partisans ce samedi au cours de ce meeting. Il leur a adressé ses remerciements de s'être mobilisés au stade Caroline Faye de Mbour, non loin de son fief de Ndiaganiao. Le meeting avait pour objectif de dresser le bilan des 2 ans au pouvoir du président sénégalais, mais aussi de réaffirmer l'ancrage politique de la coalition présidentielle, la coalition Diomaye Président. Un meeting cependant demi-teinte, les gradés se sont vidés avant même la fin de ce meeting, mais selon les responsables de la coalition Diomaye Président, ce meeting est précurseur des nouvelles ambitions du président Bassirou Diomaye Faye. Aucun président dans l'histoire du Sénégal n'a fait un seul mandat. Donc on demande au président Bassirou Diomaye Faye de se représenter pour la présidentielle de 2029 et refaire 5 autres années pour développer le Sénégal. On doit l'aider parce qu'il est jeune, il n'a que 45 ans. La coalition Diomaye Président a, au cours de ce meeting, ouvertement défié le PASTEF, le parti dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. La preuve qu'au plan politique, Sonko et Diomaye semblent chacun prendre sa voie. Mais au plan institutionnel, les 2 hommes continuent de travailler ensemble. Le Premier ministre Ousmane Sonko a d'ailleurs accompagné ce dimanche matin le président Bassirou Diomaye Faye à l'aéroport de Dakar. Le président sénégalais en partance pour Nairobi pour participer au forum Africa Forward. Allez, on passe à notre focus de ce dimanche soir qui s'intéresse au Mali. Le pays est confronté à une offensive d'une ampleur inédite depuis la crise de 2012. Des attaques coordonnées ont visé Bamako, Kati, Gao, Mopti ou encore Kidal. Dans le centre du Mali, de nouveaux massacres ont fait plus de 70 morts ces derniers jours. Et surtout, un fait marque les observateurs. L'alliance entre les groupes djihadistes, la rébellion Touareg contre la junte du général Assimi Goïta. Et pour en parler ce soir, nous recevons Mohamed Amara, qui est sociologue, auteur de Marchand d'angoisse, le Mali tel qu'il est et tel qu'il devrait être, aux éditions Au Grand Vaux. Merci d'être avec nous et bienvenue dans le JTA. Depuis les attaques coordonnées du 25 avril, beaucoup parlent d'un tournant historique. Est-ce que, selon vous, la junte d'Assimi Goïta a perdu le contrôle de la situation sécuritaire au Mali ? Bonsoir Madame Wan. Bien sûr que la situation sécuritaire est très critique aujourd'hui au Mali. Ce que je peux dire très rapidement, l'alliance dont vous parlez, l'alliance entre le FLA et le JNIM en particulier, est un fait social majeur qui dit quelque chose aujourd'hui de la difficulté des autorités de la transition malienne à faire régner la sécurité partout sur le territoire malien. C'est-à-dire ces 2 groupes politiques et aussi djihadistes qui se sont mis ensemble pour donner un assaut au pouvoir à Bamako en particulier. Mohamed Amara, je me souviens que nous avions eu cette conversation sur cette antenne même, où vous nous présagiez en quelque sorte cette alliance-là. Pouvez-vous nous rappeler justement ce qui explique ce rapprochement entre le JNIM et le Front de libération de l'Azawad ? Très rapidement, c'est une histoire d'intérêt commun. L'intérêt commun entre le FLA, le Front de libération de l'Azawad, et le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, c'est de faire chuter les autorités de la transition à Bamako. C'est vraiment la finalité principale. On ne rentre pas dans les intérêts idéologiques, dans les intérêts politiques, mais l'intérêt principal est ça. Et c'est ça qui explique cette alliance. Et autour de cette alliance, il y a d'autres groupes, bien sûr, qui s'agrègent, mais fondamentalement, ce sont les 2 principaux groupes. Alors, ils se sont alliés contre le même ennemi, la junte au pouvoir. Et pourtant, la junte avait fait du départ, de façon sécuritaire, du départ de la France et de la MINUSMA, un symbole de souveraineté retrouvée. Mais 6 ans après le coup d'État, l'insécurité semble pire. Est-ce l'échec du tout militaire, selon vous ?
Bien sûr, pour moi, j'utilise le terme d'autorité de transition pour respecter le discours officiel. Bien sûr qu'il y a une difficulté aujourd'hui liée principalement à ce tout militaire qui, par conséquent, a mis de côté tous les choix politiques, tous les choix éducatifs, tous les choix sociaux qui auraient permis, à mon avis, de pallier ce problème-là que les Maliens vivent aujourd'hui, qui est celui de la dégradation sécuritaire, comme le témoignent les attaques simultanées et coordonnées du 25 avril dernier. Le tout militaire noie toute possibilité de rédemption, toute possibilité de ramener la paix et qui, on sait aujourd'hui la suite, c'est les difficultés de ravitaillement en carburant liées au blocus qui est mené ici et là. Ce sont aussi les difficultés d'assurer la sécurité pleinement des Maliens sur l'ensemble du territoire. Alors, quelles sont les autres alternatives et que peut faire l'État même dans une configuration idéale, qui ne soit pas la junte au pouvoir, mais quand bien même, quelles sont les solutions possibles ou envisageables sur le terrain si le tout militaire ne fonctionne pas? Mais la solution, principalement, c'est ce qu'on s'est dit au dernier échange que nous avions eu. Il me semble que j'ai proposé l'idée d'avoir une alliance républicaine, c'est-à-dire cette espèce d'alliance qui permet de rassembler l'ensemble des Maliens, qu'il s'agisse des politiques, qu'il s'agisse des associatifs, qu'il s'agisse des syndicats, pour repenser le Mali autrement avec l'ensemble des acteurs. Donc, le FLA, c'est important aujourd'hui de discuter avec le FLA, le Front de Libération de l'Azawad, parce qu'il y a des Maliens qui l'animent. Entre autres, même si certains Maliens ont du mal à entendre cette proposition, mais elle est fondamentale si on ne veut pas, en tout cas, une espèce de désintégration de notre nation. Et donc, Mohamed Amara, sans vous couper, j'entends, il y a eu récemment d'ailleurs des initiatives citoyennes, semi-politiques, de reprendre la main là-dessus, et pourtant ça n'a pas eu l'écho, semble-t-il, en tout cas sur le territoire malien. Comment vous l'expliquez aussi? Le reproche que je fais à ces initiatives-là, c'est qu'ils ne s'inscrivent pas dans un plan de maîtrise sécuritaire globale. Et cette alliance-là que j'évoque s'inscrit dans ce plan de maîtrise sécuritaire globale qui implique, encore une fois, l'ensemble des acteurs. Or, tous ces dispositifs que vous évoquez, qu'il s'agisse du DNI, qu'il s'agisse des dialogues intermaliens et j'en passe, ne s'inscrivent pas dans cette perspective. Et c'est ça la difficulté principale. Aujourd'hui, il est nécessaire de repenser en fait le logiciel de la paix. La question principale, c'est la paix. Les Maliens ont besoin de paix, ont besoin de vivre. Quand je dis paix, ce sont changer les conditions de vie quotidiennes des Maliens. Je reviens du Mali. J'étais là-bas lors des attaques du 25 avril dernier et on voit bien qu'il y a deux Mali, même à Bamako. C'est-à-dire il y a des Maliens qui se soucient de ce qui se passe, qui sont inquiets pour leurs proches, pour eux-mêmes. Il y en a d'autres qui continuent à vivre dans une espèce d'insouciance, à faire ce qu'on appelle des balanichos, c'est-à-dire ces animations culturelles animées par des DJ dans les quartiers, comme si de rien n'était. Donc il y a deux Mali, et ce sont ces deux Mali-là qu'il faudrait arriver à un moment ou à un autre à rapprocher en s'inscrivant dans un plan de maîtrise sécuritaire qui implique, encore une fois, l'ensemble des acteurs, pas seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du Mali. Très bien, Mohamed Amara, on vous entend. Merci encore une fois d'être venu dans le Journal de l'Afrique pour faire le point sur la situation sécuritaire, pas uniquement d'ailleurs, au Mali. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons notre Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, et en particulier ce soir de Bamako à Mopti en passant par Kidal et Kayes. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.